deuxième bloc. En fait, nous, on présente à trois dans le cadre d'un panel. On n'a pas comme une table comme d'habitude, mais on est tous les trois ici. Donc, tous les trois, on a des perspectives différentes où on va parler du genre et de la santé de nos propres façons. Puis, ce qu'on propose, en fait, c'est de peut-être après les trois présentations, une séance de questions. Si ça vous va, ce sera votre défi à vous de faire un croisement de nos trois présentations. Donc, pour ma part, je vais commencer. Peut-être faute du fait que je n'ai pas de présentation PowerPoint. Donc, écoutez bien ma voix, le support visuel sera net. Alors, pour ma part, moi, je vais présenter le script sexuel féminin et le genre comme déterminant social de la santé sexuelle des jeunes femmes. Donc, depuis la dernière année, on assiste aux épiphénomènes qui démontrent que les enjeux touchant au rapport d'intimité homme-femme sont entourés de tensions et de non-dits. Le scandale de Gian Gomeshi, les enjeux par rapport au consentement sexuel et la culture du viol dans les campus universitaires, pour ne signaler que quelques exemples, démontrent une certaine persistance dans les mentalités et pratiques sexistes et l'oppression des femmes que l'on croyait peut-être évoluer. La persistance de ces mentalités au plan des enjeux de la vie intime est effectivement problématique. En même temps, nous observons au Canada une hausse dans les infections transmises sexuellement, notamment la chlamydia et la gonorrhée, chez les jeunes femmes de 20 à 24 ans, qui est bien plus élevée que chez les hommes de cette même catégorie d'âge. Alors on s'est dit, mais pourquoi? Surtout pour les infections transmises sexuellement qui ne sont pas déterminées par le sexe biologique. Donc, de ces constats, plusieurs questions se posent. Quels sont les facteurs clés qui influencent la santé sexuelle des jeunes femmes, notamment l'ITSS, les grossesses imprévues et la violence sexuelle? La prédominance de l'image de la femme dans les médias, cette handicap à la femme dans une situation de dominée, annonce-t-elle peut-être un retour à la soumission et la passivité chez les femmes qu'on croyait peut-être évoluer ici? Et au plan plus micro, on se pose la question de savoir quels seraient les outils et les ressources pour les femmes pour mieux les équiper dans les pratiques de négociation dans les relations et les rapports intimes. Donc, à partir de ce genre d'introduction, voilà des questions que je me pose et c'était plutôt des questions d'entrée de jeu pour cette présentation. Et des questions que je trouve en fait au cœur de mon projet de mémoire de maîtrise. Donc, mes recherches depuis la dernière année en sociologie se concentrent sur les déterminants sociaux de la santé sexuelle chez les jeunes de 18 à 25 ans. Donc, dans tous les cas, il s'agit de comprendre les problèmes auxquels aujourd'hui sont confrontés les adolescentes, et les jeunes femmes et les jeunes hommes dans le démarrage de leur vie sexuelle et pourquoi, à partir des constats de mes recherches, les femmes seraient plus affectées ou plus vulnérables à des problèmes de santé sexuelle. Donc, ce que je propose aujourd'hui, en première partie, ce serait de présenter mes données de ma collecte de données que j'ai fait depuis cet hiver et cet été dans une clinique jeunesse ici à Montréal où j'ai fait des entretiens avec des professionnels de la santé dans une clinique jeunesse et des jeunes de 18 à 25 ans qui vont chercher des services pour comprendre c'est quoi, selon eux, des facteurs de risque pour leur santé sexuelle. Et tout ça pour dire que le genre féminin, les attentes et les normes par rapport au genre est ressorti le plus comme un facteur de risque ou quelque chose qui expliquerait leur santé sexuelle. Donc ça, ce sera en première partie. Puis ensuite, en deuxième partie, ça serait en fait de proposer un cadre théorique des concepts sociologiques pour expliquer ce serait quoi le genre. Et moi, en fait, j'utilise le script sexuel, tout premièrement élaboré par Simon et Gagnon en 1973 dans leur livre Sexual Conduct. Donc, tout d'abord, l'expérience de la clinique jeunesse. D'entrée de jeu, je voudrais présenter ma problématique de recherche, ma question de recherche. Donc, c'était vraiment un peu comme du grounded theory, la théorisation ancrée, parce que j'entrais avec quelque chose de très général. Je m'intéressais à savoir c'est quoi les déterminants sociaux de la vulnérabilité sexuelle chez les jeunes de 18 à 25 ans, assez général. Je me suis basée sur l'idée que dans la littérature, on va parler effectivement de genre, on va parler de l'âge, de la pression des pairs, puis on va parler aussi de l'accès à l'information par rapport à la santé sexuelle qui peuvent influencer les jeunes
dans le démarrage de leur vie sexuelle. Donc, je suis partie avec des questionnaires un peu de ce genre-là. Et immédiatement, quand j'en parlais avec les jeunes, en tout, il y en avait 8. J'ai eu la chance de faire des entretiens d'environ 30 à 40 minutes avec des jeunes de 18 à 25 ans. C'est le genre qui est ressorti le plus. Là, vu que j'ai terminé cette collecte il y a maintenant un mois, j'ai commencé une première analyse et ce que je présente maintenant, ça serait en fait 3 grandes catégories qui expliqueraient ou qui mettent en valeur le genre féminin pour expliquer pourquoi les jeunes femmes seraient plus à risque de problèmes de santé sexuelle. Donc, tout d'abord, à partir des dires des jeunes femmes, les filles se sentiraient peu équipées dans le sens qu'il n'y aurait pas assez de sensibilisation par rapport à la santé sexuelle féminine, puis les risques et les problèmes de santé qui existent. Et ici, dans le sens vraiment très féminin. Un exemple, j'en ai une jeune de 19 ans qui m'a dit on ne sait pas comment distinguer l'amour et la violence conjugale. On ne sait pas c'est quoi les compliments, puis on ne sait pas c'est quoi la domination puis l'oppression. Donc ça, c'en est un. Aussi, le fait qu'il n'y a pas de sensibilisation par rapport aux problèmes de santé sexuelle en général dans les écoles. On va dire que les infections transmises sexuellement existent, mais on ne va pas nécessairement parler de leur forme de transmission. Donc, en général, il n'y a pas assez de sensibilisation dans les écoles et à la maison. Et c'est peut-être aussi parce que la santé sexuelle reste assez taboue. Deuxièmement, les jeunes filles se sentiraient comme la responsabilité de la contraception retombe sur elles, dans le sens que quand je leur ai posé des questions par rapport à leur mode de contraception, elles me disaient c'est quoi? Ensuite, elles disaient je me sens vraiment responsable, c'est moi qui dois me rappeler que je dois prendre ma pilule, je dois me rappeler que je dois changer mon anneau à toutes les 3 semaines et que le partenaire sexuel n'était pas très engagé dans le rappel, par exemple. Donc, elles se sentaient vraiment comme la responsabilité de la contraception était une responsabilité féminine. C'est assez intéressant, et ça, je vais reprendre un commentaire que ma collègue Sandrine a fait. C'est intéressant d'une perspective féministe parce qu'à l'époque, dans les années 60, le fait d'avoir accès à la pilule contraceptive, c'était un gain, c'était un triomphe même de pouvoir avoir cet accès-là. Et aujourd'hui, on dirait en fait c'est plutôt un fardeau. Donc, c'est deux perspectives assez intéressantes. Maintenant, troisièmement, plusieurs filles se sentaient comme si elles passaient directement à l'acte sexuel, peu importe ce que c'était, et qu'elles ne pensaient pas nécessairement à soi puis les retombées par rapport à leur propre santé sexuelle. C'était juste le gars en vie, j'y vais, mais j'ai pas vraiment pensé à pourquoi j'ai fait telle chose ou pourquoi on n'a pas choisi de mettre un préservatif. Puis en réponse à ces constats-là, il y en a une qui m'a dit on doit apprendre aux filles comment parler et être plus responsables. Donc moi, à entendre ça, en fait, ça me fait penser un peu au slut shaming, où la responsabilité, encore une fois, retombe à la fille de se sentir mal par rapport à ce qu'elle fait. En fait, c'est la culpabilité. Donc, en fait, ce sont 3 grandes catégories que je présente là. Et selon moi, selon ma lecture de ces données-là, c'est un peu en lien avec comment on va faire un apprentissage sexuel et comment on va parler de la sexualité féminine. Donc, à partir de là, je voudrais présenter des cas théoriques du genre et du type sexuel qui nous permettent de mieux saisir ce serait quoi cette sexualité féminine qu'on va construire en fait. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste faire une petite parenthèse qui n'est vraiment plus lien avec le genre. Mais quand je vous ai dit que je suis rentrée à faire ma collecte de données pour savoir ce serait quoi les facteurs sociaux proximo-distaux qui influencent la prise de décision, la prise de risque en santé sexuelle, quand j'en parlais avec les jeunes, c'était le fait que je suis une fille, le fait que je ne suis pas équipée en tant que fille, je n'ai pas de pouvoir de négociation. Ça, c'est avec les jeunes. Quand j'en parlais avec les intervenantes et les professionnels de la santé qui travaillaient à la clinique, pour elles, c'était pas le genre, et même je leur ai posé la question, est-ce que vous allez faire des interventions différentes si c'est un gars ou une fille? Et peut-être aussi le fait que moi je suis une fille et je m'entends bien dans les dires des jeunes filles à qui j'ai parlé, est-ce que vous allez faire une certaine sensibilisation différente par rapport aux filles? Elles me disent non, vu que c'est par rapport à l'âge et la construction sociale de l'âge, où à 16-17 ans, les jeunes seraient plus
vulnérables à s'engager dans des relations intimes sans nécessairement avoir les ressources, les outils nécessaires, par pur fait que y a beaucoup de pression sociale, beaucoup de pression des pères, qu'à cet âge-là, c'est là qu'on devrait commencer à avoir un chum, une blonde. On devrait commencer à avoir plus d'autonomie et on devrait commencer à avoir des relations sexuelles. Donc, en fait, dans leur offre de service, ils vont même favoriser les 16, 17, 18 ans, bien plus que les 23, 24, 25 ans. Donc, ça, c'est juste pour une parenthèse, pour faire la différence, puis vous présenter mon défi avec ma analyse que je vais faire avec mes données de ces deux perspectives-là. Mais pour en revenir au genre, maintenant, ce que j'aimerais en fait vous montrer, en fait, c'est que le genre, c'est une construction sociale qui dicte en fait la sexualité des jeunes femmes, mais aussi, et voici en fait l'apport que j'aimerais faire avec les résultats de mon mémoire de maîtrise, c'est que la construction sociale du genre puis les attentes et normes par rapport à la sexualité féminine qui sont construites nuisent à la santé sexuelle des jeunes femmes, les rendant plus vulnérables à des problèmes de santé sexuelle. Donc là, je me tourne à la sociologie 101. Alors, c'est quoi le genre? D'une perspective constructiviste, le genre est perçu comme une construction sociale basée sur des normes sociales adoptées à l'intérieur d'un groupe social, religieux, culturel ou d'une société donnée. Le genre serait au fond une série de rôles sociaux et d'attributs symboliques accordés aux hommes et aux femmes et serait justifié sans doute selon le sexe biologique de ces derniers. Or, le genre est problématique lorsqu'il y a une distribution de pouvoir inégalitaire entre les genres. Donc, comme concept, le genre nous aide à comprendre comment les relations sociales sont hiérarchiques et asymétriques et comment ils peuvent produire des rapports inégalitaires entre les genres. Donc, bien que ces rôles soient attribués à des hommes et des femmes selon, comme justification, selon le sexe biologique, servant sans doute de justification pour ces constructions, les concepts de genre, homme, femme, masculin, féminin, ne sont pas fixes. Voulant dire qu'ils peuvent changer ou bien évoluer selon temps et lieu. Je pense qu'on l'a vu dans la dernière 20e siècle, mais on voit aussi comment les conceptions et l'image de la femme peuvent changer. Ce ne sont pas des catégories fixes. C'est ça. Donc, il y a plusieurs chercheurs, des sociologues aussi, qui vont proposer des perspectives, des théories pour expliquer la construction du genre, comment ça se passe, comment il y a transmission vers l'individu. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est des questions par rapport à la socialisation. Là, on va parler beaucoup de Judith Butler. Il y a un groupe de chercheurs, en fait, que j'aime beaucoup, qui vont emprunter la perspective écologique, le modèle écologique de Bernstein, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent aux déterminants sociaux de la santé qui vont employer ce modèle-là pour expliquer les facteurs plus, et voilà pourquoi j'ai besoin d'un PowerPoint, les facteurs plus distaux et les facteurs plus proximaux qui peuvent influencer les individus dans leur socialisation. Donc, on va parler de facteurs plus macro, donc de normes socio-culturelles qui peuvent être inhibées ou dans des institutions. Ensuite, on va parler des niveaux plus méso qui aussi vont adopter ces normes socioculturelles. On va parler ensuite du micro. Ça, c'est plutôt les interactions avec la famille, les pères, les écoles. Et c'est là, en fait, que la socialisation se passe. Donc, sur cette question-là, Mensch et ses collaborateurs suggèrent que dans les sociétés occidentales, les jeunes filles sont socialisées de façon à être plus douces, patientes et attentives aux besoins des autres, alors que les jeunes garçons seraient plutôt socialisés à être plus agressifs, indépendants et peu émotifs, ou bien on pourrait dire the coy female and the domineering male. Donc, quand on prend ces deux images-là, puis on les met dans un contexte de socialisation, on commence dès un très jeune âge à apprendre aux jeunes filles à être the coy female et aux jeunes garçons d'être the domineering male. Et c'est dès un jeune âge, et c'est là que ça commence à être vraiment, quand on commence vraiment à l'apprendre, parce que c'est vraiment un processus cognitif.
Et quand on est très jeune, quand on apprend ces choses-là, c'est là que je vais passer à Judith Butler, pour qui, en fait, elle va parler du concept de la performativité du genre, pour mieux comprendre l'actualisation du genre. Donc, en vertu d'un processus subliminal et direct d'énonciation du genre à tous les jours quand on est très très jeune, juste avant qu'on est dans l'adolescence, et de répétition de ces composantes d'un genre, c'est comme ça que le genre s'actualise. Donc, cette idée de performativité et du processus cognitif qui fait en sorte qu'on se rappelle tout le temps que le gars doit être de telle façon, la fille doit être de telle façon, ça fait en sorte qu'on va performer ces rôles de genre. Donc ça, c'était vraiment assez en général. Dans un contexte de santé sexuelle, on peut maintenant parler de script sexuel, et ça, c'est de Simon et Gagnon. Et c'est dans leur livre Sexual Conduct, qui est vraiment très intéressant. Ils adoptent encore la perspective constructiviste de la sexualité des hommes et des femmes. Et c'est même une perspective assez féministe aussi, parce qu'ils sont assez directs en disant que la femme est très passive dans les rapports intimes et les hommes sont très agressifs. Et que, en fait, la sexualité se base sur des normes hétéronormatives aussi, même patriarcales. Le but, et ça je trouve assez intéressant aussi, c'est que la sexualité serait tellement construite que les hommes et les femmes ils travailleraient sur des cues, des balises, qui disent en fait quand et comment interagir entre eux et quoi sentir. Donc, un exemple très très basic en fait, et très traditionnel mais exemplaire, ça serait le fait du mariage. On peut seulement avoir des relations sexuelles homme-femme une fois qu'on est marié et que c'est bien entendu que c'est dans ce contexte-là que des rapports sexuels se passent. Donc, en gros, le concept des scripts sexuels, c'est en fait un concept que j'aimerais bien inclure dans l'analyse de mes données, dans le contexte de mon mémoire de maîtrise. Et en gros, c'est pour montrer, et encore une fois, je répète, l'apport que j'aimerais faire, ça serait de montrer en fait que le genre, les scripts sexuels dictent la sexualité des hommes et des femmes et explique aussi les ressources, le pouvoir de négociation, la prise de risque et la prise de décision des hommes et des femmes. Et en plus, ça serait de montrer que cela nuit même à la santé sexuelle des jeunes femmes. Et juste pour vous dire, toutes les filles à qui j'ai parlé ont toutes, et ça c'est juste, j'ai même pas cherché des filles, disons, vulnérables, mais toutes les filles me l'ont dit qu'elles avaient toutes déjà eu des ITSS, et 3 d'entre elles avaient déjà eu des avortements. Donc, quand nous en parlait, elles faisaient tout le temps référence au fait que ce sont des filles, qu'elles ne sont pas bien équipées, qu'elles n'avaient pas les ressources ni les moyens de pouvoir de négociation dans ces relations intimes-là. Donc, je pense que je vais arrêter cela pour l'instant. Et c'est ça. Oui? Peux-tu me rappeler, c'est quoi la tranche d'âge de les 18 à 25 ans? C'est ça. Si vous avez des questions maintenant, on peut passer à des questions. Si vous voulez. Oui. Je voulais juste savoir, parfois, est-ce que tu t'intéresses juste aux relations sexuelles et hétérosexuelles ou parce que tu parles juste de relations hétérosexuelles? Faut dire que les jeunes que j'ai eus étaient tous des hétérosexuels. Donc, puis même au départ, je me suis basée plus sur une littérature hétérosexuelle aussi, par rapport à des rapports des relations hétérosexuelles. Donc, je pense que ce sera plutôt ça. Puis en même temps, les intervenantes aussi, puis c'était aussi une critique que je parlais aussi, c'est que quand elles vont parler de la santé sexuelle des jeunes aussi, c'est très hétérosexuel aussi. Dans le sens que j'ai même eu un médecin à un moment donné qui m'a dit, moi c'est clairement que dans ces interventions, elle pense avec un chapeau de relations hétérosexuelles, où à un moment donné, elle me dit qu'elle avait une jeune qui était là, puis elle me pose une question, c'est quoi ton mode de contraception? Elle me dit, j'en ai pas. OK, est-ce que tu utilises un préservatif? Non plus. Mais
mais comment est-ce que tu te protèges, ma fille? Tu sais, c'est comme, t'as zéro forme de protection. Elle dit, ben, je suis lesbienne, j'ai des relations avec des filles. Donc, elle dit, je vais me sensibiliser un petit peu plus à ces rapports-là qui existent. Donc, l'échantillonnage dans cette clinique-là, comment on peut anticiper ou appréhender la population qui ne participe pas? Parce que visiblement, il y a des jeunes filles qui vont consulter dans une clinique, mais est-ce qu'on est en mesure de mesurer sur l'ensemble de la population des jeunes est-ce que c'est représentatif? C'est ça, c'est représentatif? Moi, je dirais que c'est peut-être représentatif de Montréal. Ces filles-là ne sont pas, ces jeunes-là sont des Montréalais, ils viennent tous de la région de Montréal, puis ils me parlaient de problématiques d'enjeux de ville, si on veut. Et même les intervenantes aussi me parlaient d'un contexte très urbain aussi, et l'accès à des cliniques, à des ressources. Donc, je pense que ce serait plutôt représentatif d'un contexte urbain. Ben, dans le fond, c'est comme un rebondissement un peu sur les deux, en sens où je me dis par rapport aux personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, comme on a des services qui s'adressent souvent, en général, c'est des services psychologiques ou thérapeutiques ou même de ressources, tout ça, qui s'adressent soit à la communauté homosexuelle, la communauté queer, ça fait en sorte que dans ces services-là, il va y avoir moins probablement de jeunes, je pense, du moins, là. Il va y avoir moins de jeunes qui vont peut-être, donc en ce que je voulais juste dire, c'est peut-être pas en termes nécessairement de non-ouverture des intervenants, c'est sûr qu'ils doivent, je ne vais pas les défendre, il faut qu'ils soient peut-être plus ouverts, mais en même temps, quand on a tendance à justement faire des services spécialisés pour ça, mais ça fait en sorte aussi qu'on se donne plus la peine après que ces services-là soient plus ouverts. Puis en même temps, ça peut être représentatif, ça peut-être plus pour les couples plutôt hétérosexuels. Bon, on change complètement de sujet. Je vais moi faire une revue littérature parce que j'étais dans un séminaire sur les déterminants sociaux de la santé, donc on reste quand même dans la thématique des déterminants sociaux de la santé, pour aller voir du côté des migrants sud-africains. Moi, ça va être plutôt une analyse des politiques d'immigration qui intersectent avec les politiques d'accès à la santé et créer toutes sortes de catégories de migrants post-africains qui ne sont pas carrément légaux et pour voir leur obstacle à eux dans la santé. Donc, le Canada est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui l'oblige à garantir un accès à la santé à tous ses résidents. On voit souvent que l'universalité des soins au Canada est acquise, mais quand on analyse les politiques en matière d'immigration de plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exigences qui sont imposées aux nouveaux arrivants. Ces exigences limitent considérablement leur accès à la santé. Dans les dernières années, ces exigences se sont encore plus complexifiées, se sont encore plus durcies, privant sérieusement les migrants de leur droit à la santé et remettent en même temps le principe d'universalité de l'accès aux soins de santé. Le peu d'études, quand j'ai commencé cette revue de littérature-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'études, pas beaucoup de données qui sont faites au Canada sur l'impact des politiques d'immigration, l'impact des politiques d'immigration sur la santé des immigrants. Il y avait plus de données en Europe, aux États-Unis, mais j'ai quand même trouvé quelques recherches qui avaient été faites. Et aussi, ce qui ressort, c'est que souvent dans les recherches sur la santé des immigrants, il y en a souvent qui vont comme souligner des facteurs culturels pour expliquer la santé des immigrants et qu'il y en a encore peu qui s'intéressent aux facteurs plus systémiques qui vont dresser une série d'obstacles pour que les migrants aient accès aux soins de santé. C'est une lecture intéressante que j'ai trouvée, donc on va souligner clairement que le système d'immigration canadien crée plusieurs catégories de migrants au statut précaire et même rejette des centaines de milliers de personnes dans l'illégalité.
position sociale, que ce soit en termes de genre, de race, statut migratoire, statut socio-économique, va influencer l'expérience qu'on peut avoir avec ces politiques d'immigration. Dans un premier temps, c'est quand même important de dresser un bilan du système d'immigration canadien et des politiques d'accès à la santé. Ça, c'est un tableau qu'on peut trouver dans la bibliothèque du Parlement fédéral, qui est un document qui fait un peu ce bilan-là pour nous. Ce bilan ne tient pas compte du genre du tout. Alors, on parle des résidents permanents, la classe économique et familiale. On ne souligne pas que les femmes se retrouvent à 75% dans la catégorie de réunification familiale et que leur statut dépend de leur conjoint ou de leur fils ou peu importe. Mais ça, bon, là c'est juste comme un portrait d'ensemble pour voir en termes de chiffres où sont les catégories, donc des résidents permanents, des résidents temporaires et des réfugiés. Je vous laisse quelques secondes pour lire ce tableau-là. Les résidents permanents, en fait, on compte les immigrants qui ont reçu la statut de résidence permanente, qui ont le même accès à l'assurance maladie que les citoyens canadiens. Mais quelques provinces, dont le Québec, demandent qu'ils attendent 3 mois avant de pouvoir se prévaloir de l'assurance provinciale. On sait que c'est les provinces qui assurent le système de santé. Ils sont alors encouragés à se procurer une assurance privée. Donc, on peut lire en effet sur le site internet de la Régie de l'assurance maladie qu'une personne qui arrive de l'extérieur du Canada et qui s'établit au Québec, même si elle a la citoyenneté canadienne, a droit à l'assurance maladie après une période d'attente pouvant durer jusqu'à 3 mois après son inscription. Cette période d'attente est aussi appelée le délai de carence. Et la Régie ne rembourse absolument pas les soins de santé reçus durant cette période. Certains services sont toutefois inclus, vu la situation d'une personne. Les services nécessaires aux victimes de violences conjugales ou familiales ou d'une agression sexuelle, les services liés à la grossesse, à l'accouchement ou à l'interruption de grossesse, et les services nécessaires aux personnes aux prises avec des problèmes de santé de nature infectieuse ayant une incidence sur la santé publique. Finalement, les réfugiés ayant fait leur demande depuis l'étranger ont leur statut de résident permanent dès leur arrivée au Canada. Donc, pour les réfugiés, la meilleure façon pour avoir le statut de résident permanent, c'est vraiment de faire toutes les paperasses avant d'arriver au Canada. Si on les fait au Canada, on a 65% de chance de refus. Mais souvent, on n'a pas le temps d'attendre tout ce délai-là. Les réfugiés arrivent souvent au Canada et ensuite font la demande. S'il y a un délai dans l'obtention du statut de résident permanent, les réfugiés peuvent obtenir un statut de résident temporaire. Et là, on va voir avec les résidents temporaires, c'est quoi leur couverture de l'assurance maladie. Donc, les résidents temporaires, on compte les travailleurs invités, les travailleurs agricoles, le programme concernant les aides-familiaux résidents. La plupart des provinces procurent une couverture médicale pour les travailleurs étrangers avec des longues périodes, généralement de 6 à 12 mois. Les étudiants, c'est comme vraiment la région d'une province à l'autre. Les visiteurs sont inclus de l'assurance maladie, donc ils doivent payer eux-mêmes pour leurs soins. Les demandeurs d'asile en attente d'une décision. Ceux qui demandent l'asile à la frontière ou à l'intérieur du Canada doivent attendre que le personnel de l'immigration décide si leur demande est éligible. Ceux qui sont éligibles peuvent demander de bénéficier du programme fédéral de santé intérimaire, le PFSI. Et ils vont dépendre de ce programme-là tout le long du processus de l'étude de leur dossier de demande de statut de réfugié. Lorsque le processus prend fin, ceux qui réussissent finalement à obtenir le statut de réfugié peuvent alors demander la résidence permanente. Et comme je vous ai dit, les demandeurs qui présentent leur demande à partir du Canada reçoivent 65% de refus. La couverture au programme fédéral de santé intérimaire cesse avec cette décision. Ceux dont la demande est rejetée font face à l'expulsion du Canada. Ils peuvent bénéficier du PFSI jusqu'à leur départ. Mais ceux qui font appel, ils restent sans assurance pendant tout ce temps. Donc, ça peut être des années sans avoir d'assurance de quoi que ce soit. Bon, il y en a certains qui décident de
grande insécurité, comme l'Afghanistan, le Burundi, le Congo, Haïti, Irak, Libéria, Rwanda, Zimbabwe. Les demandeurs d'asile de ces pays restent des résidents temporaires et donc peuvent dépendre du PFSI pendant des années. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'il y a beaucoup de détails de politique de loi? Est-ce que c'est correct? Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Je vais essayer si ça n'est pas possible. Et finalement, on a les personnes sans statut. Donc, tous ceux qui n'ont jamais eu statut légal, ou bien qui sont arrivés avec un statut de visiteur et leur statut est expiré, ou tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir le statut de réfugié et pour des raisons de sécurité, sont restés au Canada quand même parce qu'ils craignaient pour leur vie. Ils sont restés au Canada, mais il n'y a pas d'assurance, pas de couverture médicale, évidemment. Puis on estime qu'en 200 000 et 500 000 personnes vivraient sans statut au Canada. Déjà, en partant, quand on dresse un bilan du système d'immigration, on comprend qu'il y a beaucoup de catégories, c'est assez complexe, mais il y a beaucoup de catégories de migrants qui se retrouvent dans une situation à la limite de la légalité ou qui sont dans une zone précaire, dans une espèce de flou administratif, qui a des longues processus et leur accès à la santé est évidemment extrêmement difficile pendant cette période pour toutes ces personnes concernées. Mais en plus déjà en partant, c'est compliqué, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années qui ont encore plus compliqué l'accès à la santé aux migrants. Donc, tout d'abord, le délai de carence et la peur du tourisme médical. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça c'est depuis 2001. Tous les résidents permanents et travailleurs temporaires qui arrivent au Québec doivent attendre 3 mois après leur arrivée déclarée et avant d'être couverts par le régime d'assurance maladie, la période qu'on appelle le délai de carence. En fait, l'introduction de ce délai-là visait à harmoniser les lois québécoises avec celles de ces provinces voisines en vue de prévenir le tourisme médical. Le but était d'éviter finalement que les personnes n'abusent du système de santé en séjournant temporairement au Québec pour bénéficier des soins gratuits. Jill Henley a toutefois constaté que le gouvernement n'a jamais livré de statistiques ni de résultats de recherche pour justifier sa crainte du tourisme médical. Il a fourni qu'une estimation approximative selon laquelle il y aurait une perte de 2 millions de dollars causée par des abus du système de santé. Le gouvernement n'a jamais précisé quel était le rôle des migrants dans ces abus supposés et il répond par là que le budget serait quand même à plusieurs milliards de dollars. Plusieurs recherches ont aussi démontré qu'au contraire, les migrants, de manière générale, ont tendance à éviter de demander des soins de santé, de peur que la société canadienne les considère comme un fardeau. Ils ont peur que ça nuise à leur dossier et ils ont peur d'être fichés, finalement. Donc, les études sur la santé des migrants, en général, démontrent que c'est une catégorie de personnes qui demandent le moins possible de soins. Donc, ce ne sont pas les abuseurs comme le gouvernement le prétend. Et cette réalité touche d'autant plus les femmes parce que pour 130 000 femmes qui arrivent au Canada chaque année comme immigrantes, les 3/4 dépendent d'une tierce partie qui leur assure un statut. Elles n'ont donc souvent pas les moyens de s'offrir des soins privés et les assurances privées ou en général que les soins d'urgence et ne sont pas orientées vers la prévention. Ce dernier point est vraiment important à souligner, parce que dans les politiques actuelles et aussi plusieurs recherches, en fait, ne tiennent absolument pas compte du genre du migrant quand on étudie l'impact des politiques d'immigration, en fait. La santé de ces migrants, en fait, varie énormément en fonction du genre. La catégorie économique est constituée des travailleurs indépendants majoritairement hommes, à 75%. Ces migrants ont un statut plus sûr, ils ont la résidence permanente et connaissent moins d'obstacles dans l'accès à la santé, tandis que les femmes se retrouvent majoritaires dans la catégorie de réunification familiale. Donc leur statut dépend de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était pour le délai de carence qui a été, ça fait longtemps, ça fait depuis 2001 que ce délai de carence-là de 3 mois, mais ça met quand même beaucoup de migrants dans des situations
résidence permanente. Une personne parrainée qui ne respecte pas ces conditions-là va voir son statut révoqué et même risque d'être déportée. Plusieurs organismes ont dénoncé cette nouvelle disposition parce qu'évidemment, ça précarise encore plus les femmes qui pourraient se trouver dans une situation d'abus, de violence conjugale. Selon le Conseil canadien pour les réfugiés, ces femmes se sentent obligées de rester dans une relation abusive, au risque de perdre la résidence permanente et de devoir retourner seules vers le pays d'origine ou de faire face à une existence sans statut au Canada. Il y a une exemption qui a été prévue pour les personnes qui se retrouveraient dans une situation d'abus, mais le fardeau de prouver l'existence de l'abus repose entièrement sur la personne parrainée. Encore une fois, le Conseil canadien pour les réfugiés a démontré que les femmes abusées ne bénéficient pas de cette exemption en raison des obstacles à l'accès aux informations, tout simplement. Et la charge à preuve de leur propre abus des coûts reliés. Donc, déjà, en partant, la violence conjugale, c'est assez difficile à prouver. Alors, pour les personnes qui arrivent isolées, seules, dans leur famille, qui ne parlent pas nécessairement la langue, finalement, les personnes qui vont vraiment utiliser cette exemption, ils vont plus rester dans la relation abusée pour ne pas perdre leur statut. Cette situation est aussi problématique pour les couples LGBTQ qui ont souvent moins accès aux ressources de violence, de ressources d'aide parce que maintenant on dénonce des situations de violence conjugale. Donc ça, c'était l'établissement de la résidence permanente foncière. On a vu que ça a vulnérabilité. Ça avait beaucoup plus d'impact sur les femmes. Là, finalement, les coupures, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a été quand même assez médiatisé dans les dernières années, toutes les coupures qu'il y a eu dans le PFSI, le projet de loi C-31. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Non? Ok, je vais l'expliquer. Donc, en fait, le programme PFSI, c'est le programme fédéral de santé primaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le programme qui donnait finalement qui fournissait une gamme de services aux demandeurs d'asile. Et ça fait depuis 60 ans que ça existe. C'est juste depuis 2012 que le gouvernement conservateur a fait beaucoup de coupures dans ce programme-là, en vertu de la loi visant à protéger le système d'immigration du Canada et qui a pris effet le 15 décembre 2012. Les demandeurs d'asile n'ont désormais plus de couverture pour les médicaments d'ordonnance, les soins dentaires, les soins de la vue. Certaines catégories de réfugiés n'ont plus accès aux services de santé de base ni aux médicaments dont ils ont besoin, ne serait-ce que l'insuline. On peut lire sur le site de l'Agence des services frontaliers du Canada que cette loi vise à accélérer la prise de décision, à empêcher les abus et à procéder rapidement au renvoi de demandeurs d'asile débutés. Et un point qui a fait sursauter beaucoup de défense des droits des réfugiés, c'est que cette loi-là donne au ministre fédéral le pouvoir de désigner certains pays comme étant sécuritaires. Alors, le Mexique et la Hongrie font notamment partie de ces pays dits sécuritaires. Les migrants qui proviennent de ces pays d'origine désignés ne sont plus couverts pour les soins nécessaires à la santé, que pour les soins nécessaires à la santé et sécurité publique. Par exemple, si tu as une maladie contagieuse comme la tuberculose ou que tu risques de comptabilité, là, tu as le droit d'être soigné. Mais sinon, si tu as une crise cardiaque, un accident de voiture, non, c'est too bad for you. Finalement, encore une fois, ça fait pour toutes les femmes, parce que tous les soins prénataux, obstétricaux et pédiatriques de base à l'intention des femmes et des enfants qui demandent la protection du Canada et qui proviennent d'un pays comme le Mexique, qui est tellement sécuritaire, ne sont plus financés. Ces demandeurs d'asile n'ont plus besoin d'être soignés à l'hôpital en cas de crise cardiaque, donc c'est ce que je viens de dire, ni n'ont plus accès non plus aux médicaments qui sont nécessaires à leur survie, à moins d'en payer eux-mêmes les frais, évidemment. Et tous les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée sont en attente de déportation, ne sont eux aussi qu'admissibles à la couverture des soins jugés nécessaires à la santé et à la sécurité publique. Pour les personnes qui sont originaires des pays sous moratoire, des pays que je vous ai nommés tout à l'heure, vers lesquels toutes déportations sont suspendues pour des raisons sécuritaires, cette période peut être très très longue. Donc, ces personnes demeurent dans une zone grise bureaucratique avec un accès très difficile à la santé.
Donc, la Cour a jugé que les modifications apportées pourraient compromettre la santé, la sécurité, voire la vie de ces enfants innocents et vulnérables, de manière qui choque la conscience et qui porte atteinte à la dignité humaine. Le gouvernement la Cour a demandé au gouvernement de revenir aux anciennes dispositions du programme. Finalement, le gouvernement conservateur n'est pas très content et il veut faire appel. Alors, on ne sait pas encore ce qui va arriver avec ces dispositions-là. Mais l'histoire reste à suivre. En attendant, 6 provinces avaient déjà pris les devants pour pallier les coupures, dont le Québec. La RAMQ a annoncé des mesures transitoires afin de rembourser les soins non couverts par le PFSI. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces changements-là ont engendré tellement de confusion chez les fournisseurs des services de santé que certaines cliniques, maintenant, refusent d'emblée de recevoir des demandeurs d'asile, ce qui réduit encore l'accès aux soins de santé. Par ailleurs, des recherches ont démontré qu'une plus grande complexification des exigences imposées pour bénéficier de l'assurance maladie augmente la confusion bureaucratique dans les établissements de santé, suscite l'intolérance envers ceux qui n'ont pas de carte d'assurance maladie et augmente le taux de refus dans les traitements. Bref, tout ce système disparate qui règne au Canada en matière d'admissibilité aux soins de santé et qui impose de longs délais de carence sérieusement l'accès des immigrants à la santé et les femmes sont les premières touchées par ce système. Ouais, mais j'avais un PowerPoint pour ça. Ah non, je suis. Ça aurait peut-être été plus clair si j'avais voilà. Les conséquences sur les conditions de vie des migrants sont nombreuses, comme vous pouvez imaginer. Avant d'aborder les conséquences directes sur l'état de santé, il faut comprendre que le statut migratoire a aussi des impacts sur les conditions de vie de base, lesquelles vont à leur tour inclure le gradient de santé. Les études de Zoé Brabant et Marie-France Reynaud démontrent que le statut migratoire est lié à un environnement malsain, logement sous-peuplé, insalubre, une difficulté à trouver un travail, une vulnérabilité à l'exposition à l'exploitation, une situation socio-économique plus difficile, un manque de protection sociale, en plus de toute la peur et le stress liés à l'expulsion, et tous ces facteurs qui vont contribuer à détériorer l'état de santé. Donc, avant même de parler des conditions des impacts sur la santé directe. Les coûts associés aux services de santé pour une personne qui n'a pas d'assurance maladie peuvent être exorbitants. Un simple rendez-vous médical peut à lui seul coûter 200 $. Une hospitalisation, plusieurs milliers de dollars. Ajoutons à cela les prises de sang, les rayons X, les échographies pour les femmes enceintes, tout autre test nécessaire pour assurer la santé. Donc, à moins de souscrire à une assurance santé à fort prix ou à une couverture limitée, les migrants devront payer ces frais de leur poche. Par définition, un migrant de statut précaire qui est déjà dans une situation socio-économique difficile va souvent s'abstenir d'utiliser les services de santé et s'ils le font, ils vont se réunir à l'endettement. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut non seulement, j'ai souligné le genre comme déterminant social de la santé, mais on voit comment le statut migratoire intersecte avec le genre et avec la situation socio-économique. Et toutes ces, j'aime pas le mot variable, mais toutes ces situations vont intersecter entre elles pour créer encore plus, pour alourdir encore plus les impacts des politiques d'immigration sur ces personnes. L'Association des centres de santé de l'Ontario a souligné que la nouvelle loi visant à protéger le système d'immigration du Canada ne manquait pas seulement de compassion, mais aussi de bon sens, puisque les réfugiés qui ne reçoivent pas les services qu'ils ont besoin risquent de tomber sérieusement malades. L'incapacité de payer pour la médication pour traiter des simples fièvres ou des infections peuvent conduire à de graves épisodes chez les enfants, notamment
des signes de maladie mentale non traités comme le stress post-traumatique, la dépression, aggravent les symptômes en plus d'augmenter les risques de suicide complété. Et comme j'ai dit, les femmes sont disproportionnellement affectées par le manque d'accès aux services de santé sexuelle, ce qui conduit à plus de grossesses non désirées et une augmentation des maladies transmises sexuellement. Le délai de carence a aussi de nombreux impacts sur la santé des nouveaux arrivants. Sur le plan humain, les groupes communautaires ont souvent vu les familles s'abstenir complètement de consulter les professionnels de la santé en raison des coûts prédictifs ou de sombrer dans une situation difficile parce qu'elles roulaient sous le poids des dettes. Plusieurs patients connaissent en effet des problèmes de dette avec le harcèlement qui en découle, notamment dans un contexte où les hôpitaux sont sous-financés. Et l'endettement lié aux frais de santé constitue un autre problème pour ces migrants. Ça peut retarder la possibilité de parrainer d'autres membres de la famille et prolonger les séparations douloureuses. Ensuite, évidemment, l'absence de suivi prénatal et postnatal pour les femmes enceintes préoccupe particulièrement les organismes communautaires comme les Médecins du Monde qui travaillent ici à Montréal. Les femmes dont le statut est précaire vont attendre qu'un problème grave apparaisse avant de demander de l'aide. Pour les suites de grossesse et les maladies transmises sexuellement, un manque de couverture médicale peut avoir de lourdes conséquences. Selon une étude réalisée à Toronto qui a été publiée dans le International Journal of Environmental Research and Public Health, 4 femmes enceintes sur 5 non assurées reçoivent des soins en dessous des standards acceptables. Une étude de Rousseau et Al publiée dans le Journal of Nursing Education and Practice démontre que la situation est semblable à Montréal puisque 73% n'ont jamais eu de prise de sang durant leur grossesse, 67% n'ont pas fait d'échographie. Cette étude-là que je viens de citer démontre aussi que ces femmes sont plus à risque de violence durant leur grossesse, ce qui augmente les risques psychosociaux. La clinique Médecins du Monde fait mention de nombreuses femmes qui accouchent dans des conditions déplorables. Quand on sait qu'un accouchement sans complications peut coûter entre 7 000 et 10 000 à l'hôpital, que le épidural à elle seule peut grimper la facture à 900 supplémentaires. Donc, on comprend que de nombreuses sont celles qui vont éviter l'hôpital à tout prix. Médecins du Monde fait part de témoignages que je vais vous lire, qui rapportent des expériences de femmes qui à chaque semaine reçoivent des appels de femmes dans ces conditions. Par exemple, les noms ont été changés. Yusra, qui est au Canada depuis presque 2 ans, elle attend toujours une décision sur la demande de parrainage présentée par son mari pour enfin recevoir son statut de résidence permanente. Elle est tombée enceinte accidentellement avant l'issue de son dossier d'immigration et elle s'inquiète de ne pas être en mesure de payer ses rendez-vous médicaux et d'être refusée à l'hôpital. Anna Maria, elle a fui son pays d'origine par crainte pour sa vie. Sa demande d'asile et sa demande de résidence pour considération humanitaire ont été refusées. Pour elle, elle ne veut pas retourner au pays parce qu'elle craignait pour sa vie. Elle a épuisé toutes les possibilités de régularisation et elle vit sans statut à Montréal depuis plus de 6 ans. Elle est enceinte de 20 semaines. Elle n'a aucun suivi médical depuis le début de sa grossesse. Elle craint aussi d'être refusée à l'hôpital, la sclérose, c'est vraiment une contraction. J'ai parlé à une personne qui était d'un organisme communautaire qui traite beaucoup les femmes des pays latino-américains, qui racontait l'histoire de cette femme que c'était vraiment tragique parce qu'elle n'a eu aucun suivi, elle avait une maladie pendant sa grossesse et elle a fini par accoucher d'un bébé mort dans des conditions déplorables. Donc, finalement, la situation socio-économique et les conditions de vie difficiles, les nombreux retards de consultation pour les problèmes de santé et le manque, voire l'absence de suivi, contribuent à la détérioration de l'état de santé des migrantes au statut précaire. Il y a donc lieu de conclure que le statut migratoire influe grandement sur l'état de santé des migrants et que lorsqu'il intersecte avec le genre, la situation est encore pire. Quand on parle de l'intersectionnalité, la sexualité, on a parlé un peu. L'intersectionnalité, ça a été introduit dans les sciences sociales par des auteurs issus du mouvement des Black féministes aux États-Unis, comme Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw. Ces femmes ont souligné l'importance de parler des multiples oppressions en même temps, le sexisme, le racisme, etc., au lieu de les traiter de façon séparée. Ces théoriciennes soulignent que l'absurdité de toujours séparer les systèmes d'oppression, puisque ces oppressions sont vécues de manière simultanée. L'expérience des femmes au statut précaire et
le respect de la loi et le caractère intolérable de la détresse sociale. Moi, dans ma conclusion personnelle, finalement, de cette revue de littérature, c'est que, dans le fond, on a vu toutes les coupures qui ont eu lieu dans les dernières années avec le gouvernement conservateur, mais c'est un courant, finalement, de dérive sécuritaire sociale, non seulement au Canada, mais dans plusieurs pays occidentaux. Et ça s'inscrit aussi plus généralement dans l'utilisation des problèmes qui touchent particulièrement aux femmes. Moi, ce que je vois, c'est vrai que c'est vraiment un paradoxe parce qu'on dit, bon, il faut combler, il y a taux de natalité trop faible, alors il faut faire venir plus d'immigrants, mais en même temps, on leur met tellement de barrières dans l'accès à la santé, surtout pour les femmes, finalement. Effectivement, c'est un paradoxe, mais je sais pas, moi, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais moi, je vois ça comme, quand j'ai vu cette politique-là arriver, toutes les coupures qu'ils ont faites dans l'accès, tu sais, des demandeurs d'asile qui ont même plus la base, qui ont même plus accès à l'insuline ou des trucs comme nécessaires à leur survie. C'est tellement déconnecté de la réalité que je me dis, il y a quelque chose à est-ce que c'est juste pour faire du capital politique parce que c'est un sujet à la mode, l'immigration, puis c'est tellement populaire de dire on se fait envahir par les immigrants, mais il faut se protéger, il faut protéger le Canada contre les abus, parce que c'est ça dans les discours, les arguments qui reviennent, c'est pour protéger les